J'ai cru que le mariage allait me libérer de la pornographie, sans rien faire en fait. Je me suis dit, finalement, c'est la femme de ma vie, je l'aime. En plus, voilà, on va avoir des rapports réguliers, etc. Et donc tout va partir. Et en fait, je me suis fourré le doigt dans l'œil. Parce que ni pendant nos fiançailles, ni même au début de notre mariage, tout ça s'est en allé, ça a continué. Et au bout d'1 an ou 2, où je voyais que ça ne servait à rien, en fait, un soir, après une rechute, j'ai un peu craqué dans ma femme, en fait. Je lui ai tout déballé en lui disant, voilà ce qui se passe. Elle l'a très mal pris, elle a été dégoûtée, elle ne comprenait pas pourquoi je lui faisais ça, c'était pour elle une trahison. Donc elle aussi, elle a été éduquée dans le porno, c'est tabou, et pour elle, c'est totalement incompréhensible qu'un homme se salisse avec ça, et que s'il le fait, c'est dégueulasse. Honnêtement, d'un point de vue sexuel, ça se passait plutôt bien entre nous, mais ça a mis une vrille dans le couple. Et cette vrille, cette blessure, tu vois, là j'ai 47 ans, on a 20 ans de mariage, elle est toujours pas refermée. Tout d'un coup, le fait, je pense, de regarder tout simplement beaucoup plus massivement du porno que quand c'était des simples revues ou juste un DVD qui était regardé loin en loin. Le fait de passer parfois 7 heures, 8 heures, 10 heures d'affilée devant du contenu pornographique avec illimité et des images à l'infini, tout d'un coup, ma libido, elle a commencé sérieusement à baisser. Avec beaucoup de difficultés à faire l'amour, ou avec des éjaculations précoces ou des choses comme ça. Donc ça a très sérieusement entaché notre vie de couple. Ça détruit aussi le couple, pas seulement parce que vous regardez des vidéos, mais aussi parce que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, tout simplement. Effectivement, c'est quelque chose qui pousse à l'adultère, qui pousse à aller voir ailleurs. Et ça, effectivement, la tentation d'aller voir ailleurs, elle est inhérente au porno. Et malheureusement, j'en ai été aussi un peu victime. Mais mes enfants, aujourd'hui, je me dis rétroactivement, est-ce que je m'en suis suffisamment occupé? Est-ce que je me suis suffisamment intéressé à eux? La réponse, c'est non. C'est cruel à dire, mais c'est non. Je pense que j'aurais pu aussi passer beaucoup plus de temps avec eux, du temps privilégié. Et voilà, c'est un temps que j'ai un peu bousillé. Mon ambition, au fil des années, s'est réduite. Comme si quelque chose m'empêchait d'avoir plus d'ambition, de me rabaisser en permanence, de me limiter dans mes envies, dans mes rêves et tout simplement dans mon ambition professionnelle. Et ça, je suis quasiment convaincu maintenant que c'est une conséquence du porno. Bonjour à tous, c'est Théo, bienvenue dans cet épisode du podcast Parlons addiction au porno. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach spécialisé dans l'addiction à la pornographie depuis 2019 et ma mission est de vous aider à vous libérer totalement de votre addiction au porno afin que vous retrouviez une vie sexuelle épanouissante et que vous puissiez bâtir votre vie en vous levant chaque jour avec l'énergie et la motivation de réaliser vos rêves et vos projets. Bienvenue dans le podcast Parlons addiction au porno, le podcast dans lequel je laisse la parole aux hommes qui veulent briser le tabou et s'exprimer à propos de leur addiction à la pornographie et à la masturbation. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume. Comment vas-tu, Guillaume? Ça va très bien et toi, Théo? Écoute, moi ça va super. Fin de journée, un peu fatigué du travail, mais pour moi c'est ok. Merci de ta participation à ce podcast. J'ai vraiment hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours, Guillaume, et sur ce que tu as traversé, parce qu'il me semble quand même que par rapport aux autres personnes que j'interviewe, tu es plutôt âgé. Tu as quel âge? J'ai 47 ans, mais c'est jeune encore. Oui, c'est très jeune. Mais je veux dire, par rapport aux autres, c'est pour cette raison aussi que j'ai choisi de faire cet épisode avec toi. C'est qu'il y a vraiment une différence et je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Félicitations déjà d'avoir pris cette initiative qui, je pense, va aider un bon nombre de personnes qui se reconnaîtront peut-être dans ton témoignage. Ce que je te propose, Guillaume, c'est que tu te présentes, d'accord, pour que on sache un peu plus qui tu es et ce que tu fais dans la vie. J'ai 47 ans, donc je suis marié, je suis père de famille, j'ai 4 enfants. J'habite en région parisienne, voilà. Donc je suis évidemment, on va dire au milieu de ma vie, donc avec également une activité professionnelle dense. Je travaille dans une grosse entreprise française du CAC 40, donc ça bosse dur. Et puis, comme j'ai pas mal d'enfants à la maison, j'ai également une activité familiale très dense aussi. Ok. Est-ce que tu es marié depuis très très longtemps ou ça vient juste de se faire? Je suis marié depuis 20 ans. Ok. Ça en fait du temps. Et est-ce que tu as des
projets, que ce soit professionnels ou personnels pour l'avenir? En fait, oui, j'ai quelques projets. Le premier projet, c'est un peu un projet de moyen long terme qui est de me dire comment j'arrive à mieux concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle. J'ai beaucoup travaillé jusqu'à maintenant et je me pose en ce moment beaucoup de questions sur comment rééquilibrer un petit peu les curseurs et comment plus profiter de ma famille, ma femme et mes enfants et de mes amis. Voilà. J'ai également le projet, pourquoi pas, de quitter aussi la région parisienne compte tenu des dernières actualités de confinement et autres et aller vivre définitivement peut-être à la campagne, puisque j'ai la chance d'avoir une résidence secondaire à quelques heures enfin, pas très loin de Paris. Ouais, tu m'étonnes. Avec le confinement, là, c'est sûr que c'est mieux d'être dans la campagne, en connexion avec la nature, l'air frais, plutôt qu'à Paris. Ok. Eh ben, écoute, merci pour cette petite présentation, Guillaume. Avant de commencer, j'aimerais vraiment te demander qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir participer au podcast? En fait, Théo, j'ai la chance de te suivre, de t'avoir comme coach voilà, pour me libérer de l'addiction au porno depuis maintenant quelques mois. Donc, effectivement, j'ai entendu certains des podcasts que tu avais déjà fait sur ce sujet, en interviewant des gens. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé sur les différents podcasts que j'ai entendus, c'est que c'était finalement essentiellement des gens qui étaient plutôt jeunes, alors, jeunes vu de mon point de vue, hein, c'est-à-dire entre 20 et 30 ans. Et moi, comme je le disais en introduction, j'ai 47 ans, donc voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant aussi d'apporter mon témoignage et de dire que cette saloperie du porno, elle peut vous accompagner malheureusement un bon bout de votre vie. Et donc, c'est un témoignage que je voudrais comme un appel à la vigilance aux jeunes générations. Peut-être aussi pour des personnes qui ont mon âge et qui subissent cette addiction, de se dire que ils sont pas les seuls, parce que la parole est, je trouve, beaucoup moins libérée parmi les gens de ma génération que celle de ta génération, on va dire des générations des 20-30 ans, où je pense que ce sujet est moins tabou. Moi, j'appartiens à une génération où parler du porno et le porno tout court était extrêmement tabou. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Ouais, Donc totalement. voilà, et aussi une occasion pour moi peut-être aussi d'exhumer un peu tout ça et d'évacuer un petit peu aussi en libérant la parole. Voilà, ça me fait aussi du bien, je pense. C'est aussi un peu thérapeutique pour moi. Bien sûr. Je pense qu'on va avoir beaucoup à parler, beaucoup de choses intéressantes qui vont se différencier un peu de ce que j'ai l'habitude de voir avec les personnes que j'interviewe. Donc, moi, Guillaume, je te propose qu'on démarre au commencement. Est-ce que tu te rappelles à quel âge et comment tu as commencé à regarder du porno? C'est une question qui n'est pas évidente à répondre parce que je ne sais pas s'il y a eu, en tout cas, je ne sais pas si j'ai un souvenir précis d'un moment où vraiment j'ai vu du porno parce que tout ça s'est fait vers l'âge de 12-13 ans. Et je ne sais plus si j'avais commencé à entreapercevoir quelques images érotiques. Ce qui est sûr, c'est que ce qui m'a vraiment moi marqué et ce que j'ai considéré un petit peu comme un peu l'acte fondateur de cette addiction, c'est la première fois que j'ai vu une vraie image pornographique, parce que je pense que l'érotisme et la pornographie, c'est un peu différent. Et là, pour le coup, la première fois que j'ai vu une image érotique, je ne m'en souviens plus, donc ça n'a pas dû me marquer plus que ça. Mais la première fois que j'ai vu une image pornographique, ça, je m'en souviens très très bien. J'avais à peu près 13 ans, j'étais en quatrième. À l'époque, bien évidemment, les DVD, Internet, les iPhones n'existaient pas. Donc à l'époque, la pornographie, en fait, son principal support, c'était des romans photos X. En fait, c'était donc des livres avec des photos et du texte porno. Et donc, j'ai un camarade de classe qui m'avait discrètement passé sous le manteau cette revue. Et quand j'ai ouvert cette revue en arrivant chez moi, je me rappelle d'un choc terrifiant. Voilà. Donc, en fait, c'était la première fois que je voyais notamment des photos avec, voilà, notamment des gros plans sur des sexes masculins, des images pornographiques. J'ai pas besoin de rentrer dans le détail et je me souviens d'avoir été vraiment dégoûté, écœuré. Et voilà, c'était donc à l'âge de 13 ans. Ok. Et qu'est-ce que tu as fait ensuite de ce bouquin? Du coup, je l'ai gardé très peu de temps, en fait. Parce que j'étais dégoûté, donc j'avais aucune envie. J'étais un peu déçu parce que je pense, même si c'est un peu vague dans mes souvenirs, que j'avais dû voir quelques images un peu érotiques un petit peu avant et que j'avais plutôt l'attirance d'un jeune adolescent pour les jeunes femmes et un peu une découverte. Et j'imagine que ces premières images avaient plutôt stimulé un peu mon intellect. Mais là, vraiment, c'était du dégoût. Et du coup, j'ai pris cette revue. Je ne sais plus combien de temps je l'ai gardée, mais je n'ai pas dû la garder très, très longtemps. Et
Et je l'ai rendu à mon camarade en lui disant franchement, ça me dégoûte. Hmm. Et lui, il a réagi comment? Il a réagi, je me souviens plus précisément, mais me semble-t-il, sa réaction était ah bon, pourtant c'est plutôt chouette, mais ok, je reprends la revue. Ce qui m'a vraiment frappé dans ce souvenir, c'est que plusieurs mois se sont écoulés. Bon, j'étais dégoûté, hein, vraiment, je n'avais pas trop compris de quoi il s'agissait et j'avais l'impression que c'était sale. Et en fait, au bout de quelques mois, tout d'un coup, j'ai eu une envie très forte, de nouveau, de voir ces images. Et c'est là que je me dis que il a dû se passer quelque chose, que vraiment le porno, c'est pas anodin parce que il y a eu d'abord cette première phase de dégoût qui fait que je ne voulais plus voir ces images. Et au bout de quelques mois, subrepticement, mon cerveau m'a dit, en fait, j'ai envie de voir ces images. Et du coup, j'ai ressollicité mon ami pour pouvoir revoir ou pour qu'il me redonne cette fameuse revue qu'il avait mise entre mes mains. Ok. Et là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, il faut savoir qu'à l'époque, et c'est là où je pense que mon témoignage va vraiment diffère beaucoup de tous les précédents que tu as pu faire et rendre publics, c'est que à l'époque, la pornographie était vraiment pas accessible comme elle l'est aujourd'hui. Donc, typiquement, pour se procurer ce type de revue, il fallait avoir de l'argent, il fallait aller l'acheter dans un kiosque, ça coûtait très cher, il y avait le regard des autres, et puis j'avais 13 ans. Donc, quand j'ai demandé à mon ami de me remettre cette revue, il ne l'avait plus. Donc, j'étais très déçu. Et il m'a dit, écoute, je te promets que je t'en retrouverai une autre. J'ai un ami qui a un ami qui a un ami. Mais il a effectivement remis entre mes mains des revues de ce type, mais quelques mois plus tard. Donc, j'ai attendu très longtemps, en fait, entre guillemets, en tout cas plusieurs mois, avant de nouveau de pouvoir revoir une revue pornographique. Hmm. Et cette envie dont tu m'as parlé, cette envie qui t'est apparue d'un coup, quelques mois après avoir été dégoûté du visionnage des images qu'il y avait dans la revue, est-ce que tu te rappelles un peu si ça s'est fait comme ça, un peu par hasard, ou si maintenant que tu peux prendre du recul, tu peux mettre des raisons rationnelles par rapport à ça, peut-être des événements ou des choses qui se sont passées dans ta vie qui pourraient expliquer cette envie soudaine que tu as eue? Encore une fois, c'est très difficile de répondre parce que c'était pour moi maintenant il y a plus d'une trentaine d'années, et à un âge où on oublie un peu, certains souvenirs s'estompent. Mais je pense qu'il y avait effectivement un contexte à l'époque. Je me souviens, c'est un âge où voilà, j'ai un frère qui a eu un cancer, donc je pense que ça avait dû beaucoup me marquer à l'époque. J'avais une certaine forme de stress que j'ai peut-être voulu, voilà, peut-être que j'ai voulu affronter à travers la pornographie. Voilà, j'ai aussi un modèle familial un peu particulier. J'avais notamment, je me souviens, un père qui était, il est toujours vivant d'ailleurs, mais en tout cas qui était un peu dominé par ma mère, voilà, un modèle masculin, me semble-t-il, pas forcément hyper positif pour un jeune adolescent qui se construit. Donc peut-être le porno était aussi une manière de se réfugier. J'étais déjà à l'époque un enfant un peu introverti. J'étais pas très heureux en classe. Voilà, j'avais un vrai problème de confiance en moi déjà à l'époque. Je pense qu'il était, voilà, c'était un petit peu quelque chose que j'avais dans mon patrimoine génétique. Et du coup, le porno a été une manière pour moi je crois, hein, je pense, d'essayer de me libérer de ce stress, de ce manque de confiance en moi. Bon, sauf qu'évidemment, ça a été un piège, puisque ça a été, je pense, absolument contre-productif. J'ai un souvenir aussi à peu près à la même époque, et je pense que ça a dû me marquer, où j'ai retrouvé d'ailleurs dans la sacoche de mon papa, qui est rentré du bureau, une revue, alors qui n'était pas une revue pornographique, mais qui était une revue érotique. Donc je pense que inconsciemment, dans la tête d'un enfant de 13 ans, à peine adolescent, voir son père effectivement lui-même consulter ce genre de revue, ça n'a pas dû forcément m'aider. Et voilà, je pense que tout ce contexte un petit peu ambiant, maladie de mon frère, mon père qui regarde lui-même une revue érotique, un papa un petit peu, voilà, pas très forcément très, très, très fort, très viril, par rapport à une mère un peu plus sévère, donc un peu un déséquilibre dans l'éducation, et puis un manque de confiance en moi. Tout ça, c'était un cocktail en fait qui fait que je me suis, à mon avis, inconsciemment à l'époque, réfugié dans la pornographie. Hmm. D'accord, ouais, je vois. C'est un ensemble de facteurs peut-être qui ont fait naître cette envie. Et du coup, donc toi, tu avais demandé à nouveau la revue à ton ami. Il n'a pas pu répondre à ta demande. Qu'est-ce qui s'est passé après? Comment est-ce que tu as réussi à reconsulter, revisionner du contenu érotique ou pornographique? Après, les années ont passé, l'addiction s'est vraiment installée, même si je ne m'en rendais absolument pas compte à l'époque.
au sens où, à défaut de pouvoir mettre la main immédiatement sur du contenu pornographique, qui, comme je te le disais, était beaucoup plus inaccessible qu'aujourd'hui, en revanche, je me procurais beaucoup plus facilement des revues qu'on appellerait aujourd'hui érotiques. Hein, donc, voilà, donc des femmes qui posent, voilà, qui sont très explicites, mais elles posent seules. Voilà, c'est pas du X, comme on dit. Et petit à petit, voilà, cette habitude s'est installée, on va dire. Alors, j'aurais du mal à te dire à quelle fréquence, mais on va dire que donc par des amis ou même parfois avec mon argent de poche. À l'époque, c'était des revues qui valaient 15 ou 20 francs, hein, on était encore en francs. Je me procurais ce type de revue voilà, j'en achetais peut-être une par mois ou une tous les 2 mois. C'est pas très clair dans mon esprit, mais petit à petit, cette habitude est venue. Et ce qui est sûr, c'est que le X à l'époque, le fait d'avoir carrément du contenu pornographique était pour moi une sorte de Graal, quoi. Hein. C'était l'excitation puissance 10 ou 100. Et le fait qu'en plus ce soit inaccessible, que ce soit vraiment un interdit, renforçait cette excitation. Donc, mais il m'a fallu vraiment pas mal d'années avant que je puisse me procurer de manière plus systématique ce type de revue. En gros, à partir de 17-18 ans, où j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent de poche, ou même je suis allé parfois jusqu'à voler dans les kiosques ces revues, parce que ça coûtait un certain prix. Donc en plus, je me mettais hors la loi. Pour montrer quand même à quel point, déjà à l'époque, sans m'en rendre compte, finalement l'addiction était là, puisque j'étais même prêt à voler ces revues dans des kiosques pour pouvoir les consulter. Ouais, tu étais prêt à te mettre dans des situations vraiment à risque pour consommer l'objet de ton addiction. Comportement typique de quelqu'un qui a besoin de sa dose. Exactement. Et c'est là où du coup, moi je vois vraiment la différence parce que toi tu as 47 ans aujourd'hui et tu as passé ton adolescence à voilà, essayer de trouver des stratégies pour consulter du contenu érotique. Et là on parle même pas vraiment de contenu pornographique en illimité. Et ce qui diffère vraiment de, par exemple, moi personnellement, où j'ai démarré à 13 ans, j'avais déjà tout. J'avais pas besoin de trouver des stratagèmes pour me procurer telle ou telle revue. J'avais juste à taper quelques mots-clés et puis c'est bon, j'arrivais sur le site où il y avait tout, quoi. Et d'où ma question, en fait, quand est-ce qu'est apparu sur Internet les premiers sites pornographiques où tu pouvais regarder du contenu pornographique gratuitement? Est-ce que c'est de cette façon-là que tu as ensuite vraiment commencé la masturbation devant du contenu pornographique ou c'est d'une autre manière? Est-ce que tu peux nous éclairer un peu par rapport à ça? Oh non, c'est beaucoup plus long que ça, parce que la réalité, c'est que l'accès illimité au porno sur Internet, il s'est fait très progressivement. En fait, il est arrivé, j'ai un très bon point de repère, dans les années, enfin, on va dire l'année 2000. L'année 2000 a été la première année où l'Internet a commencé un petit peu plus à se démocratiser, notamment, même pas à domicile, hein, mais on va dire plutôt au bureau. Les entreprises commençaient à ce moment-là à équiper leurs collaborateurs d'un accès Internet, mais qui était quand même très limité, très encadré. Et ça, voilà, tout ce dont je viens de te parler, on est encore dans les années 80, voire début des années 90. Il y a eu quand même une phase un peu intermédiaire, durant laquelle, petit à petit, j'ai eu de plus en plus besoin et envie de consulter, d'avoir accès à ces contenus pornographiques. Vers l'âge de 17-18 ans, j'ai commencé à aller dans les sex shops. Alors, je crois que ça n'existe quasiment plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était aussi un moyen de regarder du porno, parce que, bon, à la maison, c'était difficile, il n'y avait même pas magnétoscope. Je tiens à préciser d'ailleurs, et je ne l'ai pas dit, et peut-être qu'on en discutera plus tard, mais voilà, je faisais partie d'une famille avec une éducation catholique, que je ne renie absolument pas. C'est toujours partie intégrante de mes valeurs, je suis toujours pratiquant, mais le porno, c'était quelque chose d'absolument interdit, totalement tabou, et de toute façon, il n'était même pas question que j'en parle à mes parents. Donc voilà, donc aucune discussion possible par rapport à ça. Donc en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en sortant de la maison, à l'âge où j'ai pu plus facilement me déplacer à Paris, prendre le métro, les transports en commun, j'ai commencé aussi à aller dans les sex shops où là, je pouvais consulter plus facilement des films pornographiques. Alors, c'était en VHS, et puis après, on est passé en DVD. Et c'est à cet âge-là, donc je pense que c'était vers 18-19 ans, où j'ai commencé à me dire, mais il y a un truc qui tourne pas rond, j'en ai vraiment besoin.
J'ai, j'avais une éducation qui faisait que je savais que c'était mal. Déjà, sur le plan strictement moral, c'était pas bien. Mais au-delà de c'est pas bien sur le plan moral, je sentais que c'était pas bien non plus pour moi tout court. Parce que ça me coupait des autres, parce que ça a commencé un peu à m'isoler, parce que finalement, je me disais, mais c'est nul de regarder des gens faire l'amour, alors que finalement, ce serait tellement mieux si tu le faisais, tout simplement, l'amour. Hein. J'avais pas de petite amie à l'époque, ou voilà, faut savoir aussi que, encore une fois, je me remets dans le contexte, à cette époque-là, euh, voilà, les jeunes de mon âge n'avaient pas de relations sexuelles très tôt. Hein. C'était également beaucoup plus tabou qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des adolescents qui commencent dès l'âge de 14-15 ans. Moi, à l'époque, à 18-19 ans, j'avais jamais eu aucun rapport et c'était tout à fait normal. Je faisais partie de cette génération, c'était la majorité des adolescents de mon âge. Donc je me disais franchement, pourquoi le regarder les autres le faire et pourquoi je ne le ferais pas plutôt moi. Ce serait tellement plus sain, tellement plus naturel. Donc je me rendais compte, et je me suis rendu compte à ce moment-là que ça n'allait pas et qu'il fallait que j'arrête. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais addict parce qu'en fait, je décidais de couper. J'étais tout content. Bon, voilà, je venais de regarder un truc porno. Je sentais que je m'étais sali. Et du coup, je me disais, allez, cette revue, je la mets à la poubelle, c'est terminé. Ou, allez, là, j'ai regardé un film et c'est terminé. Et j'étais même content en me disant, c'est fini. J'ai pris la décision aujourd'hui que c'était terminé et j'étais tout content. Et puis, bah, au bout d'une semaine ou 2 semaines, 3 semaines, crac, l'envie revenait et je recommençais. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème et que j'étais vraiment devenu addict. Et je pense que c'était vers l'âge de 19 ans. D'accord. Donc à ce moment-là, en fait, tu n'étais pas encore passé du côté du porno streaming illimité, tu étais encore dans je me déplace pour aller trouver du contenu porno. On était très très loin. Alors, d'une certaine manière, tant mieux, parce que je pense que j'ai été beaucoup préservé. Mais et c'est un peu le message que je vais passer aujourd'hui. J'entendais déjà à l'époque les premiers témoignages. J'avais peut-être un petit peu plus tard, peut-être 2, 3 ans plus tard, mais entre 20 et 25 ans, j'avais déjà entendu les premiers témoignages. Ça commençait déjà à l'époque de gens qui disaient attention, le porno, c'est pas si bien que ça, parce que finalement, il y a des gens, ils peuvent plus, quand ils commencent, ils peuvent plus s'en passer. Et j'avais déjà entendu ça à l'époque. Déjà, Hmm. on en parlait à l'époque. Alors, c'était évidemment tabou. Les gens qui disaient ça passaient pour des hurluberlus. On était encore un peu, tu sais, les années post-mai 68 où il est interdit d'interdire. Et à l'époque, le porno faisait partie de. Voilà, c'est la liberté d'expression. Les gens font ce qu'ils veulent. Ils sont assez grands pour regarder. De toute façon, c'est pour les adultes, etc., etc. Mais déjà à l'époque, il y avait des gens, il y avait des voix qui commençaient déjà à s'élever, mais elles étaient totalement blacklistées. Ça passait pour des illuminés ou des intégristes ou des gens comme ça. Mais déjà, je me souviens qu'à l'époque, j'entendais cette parole et je me disais, mais zut, en fait, j'ai l'impression que je suis dans le panneau moi aussi et que finalement, à chaque fois, je me dis que je veux arrêter et à chaque fois, je recommence, c'est qu'il y a quand même un problème. Ouais, je te rassure, même moi aujourd'hui, 20 ans plus tard, 21 ans plus tard, je passe toujours pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui est illuminé, qui dit n'importe quoi, qui est interdit. Ça me touche aussi. Hein, donc voilà, du coup je comprends, hein, je comprends totalement. Et donc je comprends aussi que tu te remettes en question grâce à ces témoignages. Mais malgré ces témoignages et malgré le fait que tu aies pris conscience, alors après on peut parler de niveau de conscience, hein, bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Du coup, tu as pris conscience que c'était un danger, donc tu as arrêté. J'ai voulu arrêter et j'ai jamais réussi à arrêter. Ça faisait déjà partie de ma vie. Alors évidemment, c'est totalement incomparable par rapport aux témoignages que j'entends aujourd'hui et que je trouve absolument terrifiants d'adolescents qui se masturbent 5 fois par jour et qui peuvent passer 8 heures devant leur écran à un âge où leur cerveau n'est pas encore complètement formé et où on est un peu des éponges et ces choses marquent. Quand je vois que moi, il a suffi d'une revue pornographique vue à 13 ans pour que ça me traumatise autant, je me dis, mais mon Dieu, ces pauvres adolescents d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils prennent cher? Et j'admire les témoignages que j'ai pu entendre de jeunes de 25-30 ans qui sont passés par ça, parce que je me dis que c'est quand même waouh. Euh, mais moi, ça a été plus subtil, plus sur le long terme. Comme je te le disais tout à l'heure, c'était une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, mais c'était quand même très, 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 très ancré. Et après, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ma femme. J'ai rencontré ma femme, on s'est mariés assez vite. J'ai cru, et c'est intéressant parce que tu en as pas mal parlé ces derniers temps,
j'ai cru que le mariage allait me libérer de la pornographie, sans rien faire, en fait. Je me suis dit, finalement, c'est la femme de ma vie, je l'aime. En plus, voilà, on va avoir des rapports réguliers, etc. Et donc, tout va partir. Et en fait, je me suis fourré le doigt dans l'œil parce que ni pendant nos fiançailles, ni même au début de notre mariage, tout ça s'est en allé, ça a continué. Alors évidemment, c'était pas 3 masturbations par jour comme je l'entends aujourd'hui. Internet n'existait pas encore quand je me suis marié, mais encore régulièrement, j'allais dans des sex shops, j'allais acheter des revues. C'était encore très régulier. Mais voilà, je me disais que ça finirait bien par passer un jour. Je trouvais ça dommage, ça m'attristait. Mais à l'époque, il n'y avait rien pour s'en sortir, absolument rien. Donc, au bout de 2, 3 ans de mariage, quand même, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et je suis tombé sur un groupe. Alors, c'était un groupe religieux, en fait, des laïcs, mais catholiques, et qui proposait d'aider les gens à se sortir de la pornographie. Donc, on a été, Théo, à peu près dans les années 2000, au tout début des années 2000. Donc, tu vois, à l'époque, il y avait quand même des gens qui commençaient à s'intéresser au sujet. Le problème, c'est que je pense que c'était une aide qui était appréciable, mais qui était peut-être trop axée d'un point de vue purement religieux. Je pense que, évidemment, la religion peut aider, et c'est incontestable, mais à un moment donné, quand tu as un problème d'ordre psychiatrique, psychologique, d'addiction, la religion ne fait pas tout, et il faut aussi que tu aies des gens qui aient les armes pour t'aider. Voilà, donc j'ai commencé à me faire aider par ce groupe-là, et je leur en suis encore reconnaissant, mais ça n'a servi à rien. Et au bout d'1 an ou 2, où je voyais que ça ne servait à rien, en fait, un soir, après une rechute, j'ai un peu craqué dans ma femme, en fait. Voilà, je me suis mis un petit peu à pleurer, et je lui ai je lui ai tout déballé. Je lui ai tout déballé en lui disant, voilà ce qui se passe. Je pensais que ça me libérerait, je pensais que le fait de lui en parler, ce serait voilà, une preuve de la confiance que je lui accordais, etc. Mais en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé. En fait, elle l'a très mal pris. Elle a été dégoûtée. Elle ne comprenait pas pourquoi je lui faisais ça. C'était pour elle une trahison. Voilà, ça a été un petit peu le début de nos difficultés de couple, qu'on a toujours aujourd'hui d'ailleurs, parce que voilà, elle a estimé que voilà, c'était voilà, que je la dégoûtais, que c'était pas bien. Et en fait, elle ne comprenait pas. Elle fait partie aussi, elle est de la même génération que moi, hein. Donc elle aussi, elle a été éduquée dans le porno, c'est tabou, et pour elle, c'est totalement incompréhensible qu'un homme se salisse avec ça, et que s'il le fait, c'est dégueulasse. Donc voilà, donc on a eu passé quelques mois de turbulence dans notre vie affective. Après, petit à petit, c'est revenu. Voilà, j'ai même envie de dire qu'on a eu voilà, une vie maritale plutôt sympa. On a eu des enfants. Honnêtement, d'un point de vue sexuel, ça se passait plutôt bien entre nous, mais ça a mis une vrille dans le couple. Et cette vrille, cette blessure, tu vois, là, j'ai 47 ans, on a 20 ans de mariage, elle est toujours pas refermée. Après, on est arrivé dans les années, effectivement, dont tu parlais tout à l'heure, les années streaming. C'est-à-dire à ça, on est arrivé dans les années 2004-2005. C'est l'année où, avant même d'avoir l'iPhone, déjà, on a eu un ordinateur à la maison avec Internet, et où, effectivement, les sites pornographiques ont commencé à fleurir de manière gratuite. Alors là, ça a commencé à vraiment devenir un problème, parce que, effectivement, j'ai commencé un peu plus extrémiser ma consommation de porno. Là où j'étais obligé de me déplacer, d'investir de l'argent, d'avoir le regard des autres, et qui quelque part me limitait, me freinait dans la consommation, là, tout d'un coup, si je me retrouvais seul chez moi, que j'étais devant mon ordinateur, voilà, je pouvais y passer des heures et des heures. Et c'est là où ça a commencé. C'est là où la consommation s'est un peu extrémisée, et où j'ai commencé à passer effectivement des heures, parfois des nuits, à regarder du contenu pornographique. Euh, et puis, effectivement, l'arrivée du smartphone dans les années plutôt 2010-2011, voilà, n'a rien fait pour arranger les choses, mais finalement, mon mode de consommation privilégié, moi, c'était pas sur le smartphone, c'était vraiment sur le PC. Et voilà, à chaque fois que j'étais seul pendant les périodes scolaires, quand mon épouse partait avec les enfants, enfin, tous les moments de solitude que j'avais, du coup, je les passais à regarder du porno. Et encore une fois, ça pouvait être parfois jusqu'à 5 heures, 6 heures du matin. Et le lendemain, j'allais au bureau, j'étais complètement défoncé. Et là, voilà, j'ai compris que j'étais vraiment
l'étau se refermait sur moi-même. Donc, euh, et là où ça a posé vraiment un énorme problème dans mon couple, c'est que déjà, le fait d'en avoir parlé à mon épouse, ça n'a pas été forcément, malheureusement, très bien compris, très bien perçu. Mais jusqu'à présent, le porno ne m'empêchait pas enfin, j'avais pas vraiment de problème de libido, en fait. C'est-à-dire que j'avais des rapports intimes avec ma femme qui étaient plutôt bien. Plutôt, voilà, ça se passait plutôt pas mal au lit. Et j'ai envie de dire que ça sauvait un peu notre couple. Et puis, à peu près il y a 7 8 ans, tout d'un coup, le fait, je pense, de regarder tout simplement beaucoup plus massivement du porno que quand c'était des simples revues ou juste un DVD qui était regardé loin en loin. Le fait de passer parfois 7 heures, 8 heures, 10 heures d'affilée devant du contenu pornographique avec illimité et des images à l'infini, tout d'un coup, ma libido, elle a commencé sérieusement à baisser. Et là, c'est devenu un problème dans le couple, très sérieux, parce que mon épouse ne comprenait pas, quoi. Jusqu'à maintenant, déjà, elle avait un peu un regard négatif sur moi et me jugeait parce que elle savait que j'avais cette blessure et elle voulait pas savoir, en fait, elle voulait plus savoir où j'en étais, si j'en étais sorti ou pas, ça l'intéressait pas et elle rejetait ça un peu en bloc. Mais bon, au moins, on avait des bons rapports sexuels et j'ai envie de dire que ça masquait un peu nos difficultés. Mais à partir du moment où j'ai commencé à avoir des problèmes de libido, concrètement d'érection, hein, en fait, en gros, avec beaucoup de difficultés à faire l'amour, ou avec des éjaculations précoces ou des choses comme ça. Donc ça a très sérieusement entaché notre vie de couple et voilà. Et aujourd'hui, on n'en est toujours pas sorti. Ok, donc pour faire un peu un résumé, la pornographie, tu l'as pas découvert, enfin la pornographie dite streaming en illimité gratuit, tu l'as pas découvert d'un coup comme ça. C'est arrivé progressivement. Progressivement notamment parce que avant ça n'existait pas et donc forcément tu te contentais de ce qui existait et donc c'était plutôt les choses dans les sex shops ou alors dans les revues qu'on pouvait te passer. Enfin bref, c'était des choses qui étaient un peu limitées par certains facteurs et tout d'un coup tu as découvert les vidéos gratuites qui sont consultables de façon anonyme et c'est vraiment là en fait où tu as démarré une consommation irraisonnable et complètement obsessionnelle en passant même parfois, comme tu me l'as dit, des nuits entières devant pour te retrouver le lendemain matin à presque avoir fait une nuit blanche et de devoir démarrer ta journée en ayant passé ta soirée et ta matinée devant tout ça. Donc je comprends que tu sois vraiment claqué après. Est-ce que tu penses du coup que ça a eu un impact sur ta carrière, le fait que parfois tu passais des nuits entières devant tout ça? Je pense que le porno a eu un impact sur ma carrière et un impact sur ma vie en général parce que plus ça va, plus je crois qu'effectivement le porno en fait sans non plus je me rende compte que ce soit directement lié à ça, mais en fait m'a beaucoup affaibli, m'a vidé de beaucoup de mon énergie créatrice. D'abord, à partir de l'âge de 21 ans, j'ai commencé subitement, du jour au lendemain, j'ai fait des énormes crises d'angoisse. J'ai même cru à un moment donné que c'était des dépressions, que je faisais carrément une dépression. En fait, c'était un mauvais diagnostic. J'ai mis pas mal d'années à me rendre compte qu'en fait, c'était des crises d'angoisse aiguës. Je me suis toujours demandé pourquoi ces crises d'angoisse étaient arrivées aussi vite, enfin, d'un coup, de manière. Comme je te le disais au début, j'étais un enfant plutôt un peu anxieux qui manquait de confiance en soi, mais vraiment, c'était arrivé d'un seul coup. Et en fait, ces crises d'angoisse, j'ai mis à peu près une grosse dizaine d'années à m'en libérer. Donc ça m'a vraiment pourri ma vie, on va dire, entre 20 et 30 ans. Et ensuite, bon, voilà, ces crises d'angoisse, maintenant, je les maîtrise, je sais les évacuer, elles ont quasiment disparu, mais j'ai toujours un fond anxieux et surtout un manque flagrant de confiance en moi. Donc, j'ai quand même réussi à faire une carrière professionnelle jusqu'à maintenant plutôt satisfaisante. Mais je dis plutôt satisfaisante parce que je suis convaincu que j'avais beaucoup de talent, beaucoup de qualité, voilà, que j'avais eu la chance d'avoir une éducation qui m'avait permis, voilà, d'être assez instruit, d'avoir pu faire plutôt une bonne école, d'avoir plutôt un bon diplôme. Et en fait, je me suis rendu compte que, alors, je ne saurais jamais, c'est dur de refaire le match, mais je pense, oui, c'est évident que le manque de confiance en moi m'a certainement pénalisé. Il y a eu des moments où j'aurais pu certainement faire plus, mieux dans ma vie professionnelle. Et je sens vraiment que j'ai toujours un frein sur la confiance en moi. À chaque fois que j'ai changé de travail, ça a toujours été très difficile parce que j'avais toujours des énormes angoisses par rapport à ça. Là où je vois pour beaucoup de mes amis ou mes camarades, c'est pas du tout un problème, au contraire.
Voilà, j'ai trouvé aussi que mon envie, mon ambition au fil des années s'est réduite. Comme si quelque chose m'empêchait d'avoir plus d'ambition, de me rabaisser en permanence, de me limiter dans mes envies, dans mes rêves et tout simplement dans mon ambition professionnelle. Et ça, je suis quasiment convaincu maintenant que c'est une conséquence du porno par rapport à pas mal de choses que j'ai pu étudier sur la question. Ça me paraît assez évident. Et puis, il y a un autre aspect de ma vie qui a été, je pense, vraiment bousillé. Alors, je vais parler un peu de ma vie de couple, qui a été en partie bousillé. Alors, j'y dis en partie parce qu'heureusement, je n'ai pas divorcé avec ma femme et on s'en sort quand même. Mais ça a été quand même bien gâché. Mais c'est ma vie amicale. En fait, je me suis rendu compte au fil de l'eau. J'avais beaucoup, beaucoup d'amis quand j'étais ado, quand j'étais étudiant. J'avais plein de copains. Quand on s'est marié, même avec ma femme, j'avais beaucoup, beaucoup d'amis. Et je me suis rendu compte que plus les années ont passé, et en particulier à partir du moment où j'ai eu ce fameux accès un peu illimité sur le streaming, sur Internet, je me suis rendu compte que petit à petit, j'ai perdu mes amis les uns après les autres. J'ai pas fidélisé mes relations. J'ai pas cherché voilà, à garder un bon réseau d'amis, etc. Et maintenant, je le paye très cher. J'ai fait ce diagnostic il y a à peu près 7-8 ans en me disant, mais finalement, c'est dramatique. J'ai des bons copains, ça se compte maintenant sur le doigt d'une main. Donc, je ne dis pas qu'il faut avoir des centaines et des milliers de copains, mais tu as tes copains, tu as un peu les copains que tu fais quand tu es très jeune et que tu gardes toute ta vie, mais après, tu as quand même tout un réseau d'amis que tu vois de manière plus ou moins régulière et qui font partie. Et ben, tout ça, ça a disparu, quasi disparu. Et il est évident que ce sont ces heures et ces heures et ces heures passées devant le porno, généralement des moments où j'étais seul, qui étaient justement le bon moment de. Tu n'es plus avec ta femme et tes enfants, donc c'est le moment d'aller voir tes copains, tu vois. Et ben, toutes ces heures-là, au lieu d'effectivement de développer mon réseau d'amitié, d'avoir des belles amitiés, finalement, je préférais les passer tout seul devant mon PC. Et Guillaume, en quoi aujourd'hui c'est parce que peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, mais en quoi c'est un problème pour toi de finalement qu'il y ait autant d'impact négatif sur ta vie sociale? On peut pas vivre seul, c'est pas sain. On a besoin des autres voilà, sans tomber dans le tourbillon, sans être dans une mondanité extrême. On a besoin des autres, on a besoin pour grandir, pour voir autre chose, pour être challengé, pour avoir des projets, pour vivre des choses, tout simplement. Enfin, tu vois, pour partir, je sais pas, moi, partir faire un week-end ski avec des amis, pour pouvoir toutes choses que je me suis interdite de faire, hein, finalement, que je n'ai pas faites. Et voilà, je pense que l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Et même quand tu es marié, et même quand tu as des enfants, tu dois quand même avoir, alors évidemment, dans l'équilibre, bien sûr, tout ça, dans l'équilibre, ce qui compte d'abord, c'est d'abord ta famille avant tout, mais les amis, c'est important. Et puis même ma famille, j'ai beaucoup parlé de mon épouse, mais mes enfants, aujourd'hui, je me dis rétroactivement, est-ce que je m'en suis suffisamment occupé? Est-ce que je me suis suffisamment intéressé à eux? La réponse, c'est non. C'est cruel à dire, mais c'est non. Je pense que j'aurais pu aussi passer beaucoup plus de temps avec eux, du temps privilégié. Et voilà, c'est un temps que j'ai un peu bousillé. Est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été assez présent? Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir été un assez bon père pour tes enfants? Alors, il faut surtout éviter, je pense, de tomber dans le sentiment de culpabilité parce que je crois que quand on est victime d'une addiction comme celle-là, et encore une fois, quand on a eu finalement très peu d'aide, puisque j'étais d'une génération où l'aide n'existait quasiment pas, la parole était complètement taboue et aujourd'hui la parole se libère. Mais franchement, voilà, je suis pas, j'estime que ma responsabilité, elle est certaine, mais elle n'est pas entière. Et voilà, et je pense qu'il ne faut pas culpabiliser non plus parce que toute vie est faite d'épreuves, de blessures, et pour moi, c'est la pornographie. Pour d'autres, ce sera l'alcool. Pour d'autres, ce sera un drame familial. Donc voilà, on vit tous avec ça. Donc non, je ne culpabilise pas. J'essaie plutôt de me dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour rattraper le coup. Voilà, c'est plus la démarche dans laquelle je suis en ce moment. Tu me parlais tout à l'heure de mes projets de vie. Voilà, pour aller un peu plus en profondeur dans mes projets de vie, c'est essayer mes enfants, certains sont encore petits, et c'est essayer vraiment de ne plus gâcher les années qui restent d'éducation et que j'ai avec eux, privilégiées, voilà, pour leur transmettre les valeurs et profiter d'eux, tout simplement. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu me dis. Je pense que quand même, après peut-être que je m'avance, mais je pense que voilà, tu as compris que la pornographie, ça t'avait empêché d'être
autant impliqué dans ta vie de famille que tu l'aurais souhaité, mais tu t'arrêtes pas à ça, tu l'as compris, tu l'as intégré et justement ça te sert de peut-être leitmotiv, de motivation pour avancer aujourd'hui et pour te dire, bah voilà, maintenant il faut que je change et il faut que je m'implique plus parce que je veux plus m'impliquer, je sais que c'est quelque chose qui a été impacté et je veux arranger ça. Ouais, c'est exactement ça. J'ai juste une rancœur, c'est de me dire, mais punaise, pourquoi on n'a pas eu ça il y a 20 ans? Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, j'ai pas pu avoir toute cette parole libérée sur le porno? Parce que bah déjà, Théo, tu me suis depuis quelques mois et voilà, et je trouve que ton approche est plutôt très intéressante parce qu'elle est, de ce que j'ai pu voir sur le net, la plus 360 degrés, on va dire, sur le sujet. Mais tu n'es pas le seul. J'ai vu énormément de coachs, de témoignages sur la pornographie, sur YouTube, enfin sur le net. Mais c'est très, très récent. Ça date d'il y a 3 ans, 4 ans à peine. Et cette parole s'est tout d'un coup vraiment libérée. Et tout le diagnostic que je te fais là, qui paraît un diagnostic d'un homme mûr, qui a tout compris à la vie et bien installé, en fait, c'est très récent. Il y a encore 4-5 ans, je ne savais rien de tout ça. Pour moi, voilà, je savais que j'étais addict au porno, je savais que c'était pas bien, mais je n'avais pas mesuré les conséquences. Les conséquences donc, sur ma vie de couple, les conséquences sur ma vie de famille, les conséquences sur ma vie sociale, les conséquences en termes d'anxiété et d'angoisse, dont je t'ai parlé, du manque de confiance en moi, mais aussi des problèmes de concentration, de mon regard sur les femmes qui est complètement biaisé. Enfin, j'ai envie de te dire presque à l'infini. Donc, mon grand regret, effectivement, et c'est vraiment pour ça que ce témoignage, pour moi, je le veux vraiment pour peut-être pour ceux qui ont mon âge et qui subissent la même chose que moi, mais vraiment pour les jeunes d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, bon, pas de chance, vous êtes nés dans un monde Internet illimité, contrairement à moi, et donc où il y a une violence que vous subissez, mais en revanche, la chance que vous avez, que je n'avais pas moi à mon époque, c'est que voilà, la parole s'est beaucoup plus libérée et si vous tombez sur la bonne personne, vous pouvez vraiment vous en sortir et je pense que plus tu le fais jeune et plus c'est facile de t'en sortir. À mon âge, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile parce que tu as des habitudes de vie, parce que toi-même, voilà, tu n'as plus 20 ans, quoi. Donc, changer ta vie, c'est comme changer un paquebot, hein. Changer la cape d'un paquebot, c'est beaucoup plus difficile que changer le cap d'un petit voilier. Donc, vraiment, moi, ça me ferait vraiment plaisir de savoir que mon témoignage pourrait servir à des jeunes de 20 à 25 ans qui diraient, bon, ouais, finalement, pour nous, c'est pas si grave et je m'en sortirai un jour ou l'autre. Non, c'est une saloperie et plus vous allez attendre pour vous en sortir et plus ce sera difficile. Voilà, donc c'est aussi un peu ce message que je voudrais adresser. L'un des blocages les plus courants que je rencontre, en tout cas chez les personnes qui ont plus de 35, 40, plus de 50 ans même, c'est ça, c'est le fait de se dire mon addiction au porno est beaucoup trop ancrée en moi, ça fait tellement longtemps que je consomme de manière régulière et excessive, je pourrai jamais m'en sortir et ça sert à rien. Est-ce que toi, tu t'es déjà dit ça et est-ce que ça t'a freiné pour vraiment te mettre dans ce processus de rétablissement? C'est évident. Je pense que c'est même la principale pensée justifiante, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Un des termes que tu m'as appris pendant notre coaching, mais c'est exactement ça. C'est effectivement, il est évident que sur le plan psychologique, physiologique, l'habitude est plus ancrée du fait de l'âge et de l'habitude, mais après, je pense que l'argument principal de rechute, c'est ça, c'est de se dire, ouais, finalement, attends, dis donc, ça fait tellement longtemps qu'une fois de plus ou de moins, c'est pas ça qui va changer. Puis de toute façon, tu t'en sortiras jamais. Oui, ça c'est sûr que c'est vraiment un. Alors je pense que dans toute addiction, quand tu rechutes, tu as toujours cette phase un peu de désespoir. Je pense que même quand tu rechutes beaucoup plus jeune, à 18 ans, tu peux te dire la même chose, c'est je suis vraiment une sous-merde, je n'en sortirai pas. Voilà, mais donc j'ai envie de dire, ça traverse un peu les âges. Maintenant, il est évident qu'à mon âge, cette pensée, elle est beaucoup plus présente. Pour autant, je suis convaincu que c'est possible de s'en sortir à partir du moment, effectivement, où tu acceptes de changer pas mal de choses dans ta vie. Mais il est vrai que tu changes plus difficilement ta vie à 47, 45, 50 ans qu'à 20 ans. Parce que tu as une vie qui est déjà beaucoup plus établie, professionnellement, familialement. Donc, tes choix de vie, tu ne peux pas les modifier aussi facilement que quand tu as 20 ans. Ça, c'est une évidence. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc le processus est forcément un peu plus lent, si je puis dire, un peu plus progressif.
parce qu'aussi quand on a plus de 40 ans, on a ancré des croyances, on a ancré une façon de faire les choses, de se comporter, et forcément ça c'est un peu comme vouloir tailler de la pierre, quoi. C'est plus facile de tailler, on va dire, un tronc d'arbre que de la pierre. Là, je fais un peu une comparaison avec la malléabilité de la structure du cerveau qui est beaucoup plus rigide plus l'âge avance plutôt que lorsqu'on est jeune. Moi maintenant, Guillaume, je voulais te demander, est-ce que tu as développé en même temps de ton addiction à la pornographie et la masturbation d'autres comportements sexuels compulsifs? Je ne sais pas ce que tu entends par des comportements compulsifs, si c'est aller vers d'autres formes de sexualité, comme, je sais pas moi, aller voir des personnes du même sexe, ou des choses peut-être encore plus atypiques, comme les gens qui ont des pratiques, je sais pas moi, sadomasochistes, ou non, non, non. Pour l'instant, je reste, on va dire, dans un schéma extrêmement classique. En revanche, oui, la pornographie, c'est aussi un danger que je voulais souligner aussi pour les jeunes, c'est que par contre, effectivement, c'est quelque chose qui pousse à l'adultère, qui pousse à aller voir ailleurs, ce qui forcément n'est pas du tout une bonne chose pour le couple. Voilà. Et quand maintenant vous avez sur Internet des sites d'escort girl dans tous les sens, avec la possibilité en quelques minutes d'aller voir n'importe qui. Alors, ce sont des relations tarifées, mais je crois que même sur les réseaux sociaux, il est possible d'avoir des relations non tarifées avec Tinder ou des choses comme ça. Voilà, c'est effroyable. Et ça, effectivement, la tentation d'aller voir ailleurs, elle est inhérente au porno, et malheureusement, j'en ai été aussi un peu victime. Je voudrais aussi vraiment alerter là-dessus pour dire que le porno, c'est pas seulement ça détruit tout sur son passage, et ça détruit aussi le couple, pas seulement parce que vous regardez des vidéos, mais aussi parce que vous êtes tenté d'aller voir ailleurs, tout simplement. Bien sûr. Quand on a à disponibilité gratuite des milliers, voire des dizaines, centaines de milliers de femmes, comment, alors qu'on est en couple par exemple avec une seule femme, comment continuer de trouver attirante sa propre femme, sachant que on a devant les yeux des tas et des tas de femmes qui sont bon, j'en ai déjà fait des vidéos, mais en gros voilà, qui sont refaits esthétiquement, chirurgicalement, maquillés, pimpés, quoi. Et donc forcément, c'est difficile ensuite, en tout cas pour notre circuit de la récompense, pour notre cerveau, c'est difficile de mettre vraiment sur un piédestal sa propre femme et de la désirer autant que toutes les autres qu'on peut voir sur les sites porno lorsqu'on est vraiment en plein dedans, quoi. C'est très compliqué et forcément, oui, ça pousse les hommes à l'adultère, à l'infidélité, parce que ils ressentent le besoin de ressentir des choses qu'ils ne ressentent plus en fait avec leur partenaire. Ils auront besoin de se sentir vivre à travers l'excitation sexuelle. Et forcément, du coup, ils vont chercher à soit aller consommer des escortes, soit à chatter sur des sites de rencontres, ils vont s'inscrire en secret sur ça. Et donc, ouais, je te comprends totalement. C'est effectivement une des dérives qui cause aussi beaucoup de ruptures et beaucoup de dommages dans les couples. Oui, et puis ce qui est assez incroyable, parce que je pense que les femmes sont un peu dotées d'un sixième sens quand même. Et ma femme, par exemple, quand on faisait l'amour, et pourtant, honnêtement, je lui demandais rien d'extraordinaire. Tu vois, j'étais pas du tout dans les acrobaties que tu peux voir dans certains films. Malgré tout, elle me le disait souvent, ça. Elle me disait, mais j'ai l'impression que tu me prends pour une actrice porno. T'as un regard qui est pas franc. Et c'est fou parce que, d'une part, je suis extrêmement amoureux de ma femme, même si notre couple est difficile. Je l'aime encore toujours passionnément, même à plus de 40 ans. Donc ça, c'est aussi pour donner un espoir aux gens qui pensent que le mariage, c'est quelque chose de nul. Non, on peut aimer sa femme, même au bout de 20 ans de mariage. Mais c'était assez incroyable qu'elle me dise ça, alors que vraiment, j'avais vraiment l'impression d'être avec elle. Mais c'est vrai que inconsciemment, elle voyait à travers mon regard, j'imagine à travers certains gestes ou certains comportements, que c'était pas complètement naturel. Donc voilà. Donc en fait, même si tu essaies de le cacher, de ne pas le montrer, l'addiction à la pornographie, finalement, il rejaillit vraiment sur ton couple.
et les femmes sont pas dupes de ça. Ouais, tout à fait. Écoute Guillaume, on va bientôt arriver à la fin du podcast. Je voulais te demander, alors du coup tu en as un petit peu parlé durant ce podcast, mais pour vraiment bien conclure, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui en tant que de personne qui a 47 ans, qui n'est pas du tout de ma génération et voilà, de la génération un peu de ceux qui découvrent le porno en streaming gratuit limité. Qu'est-ce que tu penses toi par rapport à ton expérience du fait que le porno c'est aujourd'hui disponible gratuitement en illimité sur Internet? C'est une honte. Je peux pas dire autre chose. C'est honteux. C'est honteux. On est dans des démocraties où on nous fait l'apologie de la défense de la femme, où on essaye d'être dans le tout sanitaire. Je pense qu'on est tous au courant de ce qui se passe en ce moment. Et à côté de ça, on tolère au nom de pseudo-valeurs de liberté que le porno soit librement accessible pour tous, même pour les enfants. Alors, pudiquement, on explique qu'il faudrait peut-être essayer de filtrer un peu certains sites internet pour que les enfants n'y aient pas accès. Mais c'est du bullshit, tout ça, c'est pipeau. Il y a une espèce d'énorme hypocrisie. Ce serait facile de couper le porno. Il y a un pays, c'est la Russie, je crois, qui voilà, au niveau du pays, a bloqué complètement l'accès aux sites pornographiques. Donc, à moins d'aller sur le dark web, il est impossible en Russie d'aller sur un site porno. Donc, c'est qu'une question de volonté politique. Et je ne comprends pas, c'est pour moi quelque chose d'incroyable, comment nos gouvernements peuvent encore laisser passer ça. Et je pense qu'en fait, ils sont prisonniers de leur idéologie 68 arde. Je ne peux pas te dire plus. C'est pour moi un mystère. Et j'espère vraiment que dans les mois, les années qui vont suivre, il y aura un vrai débat public autour du porno et qu'on arrête avec ces schémas des années 70, interdit d'interdire, parce que, à ce qui me semble, l'héroïne et la cocaïne n'est pas en vente libre sur Internet. Donc, arrêtons avec ça, arrêtons avec cette mascarade et mettons les moyens. Et encore une fois, je pense que c'est une question politique. Et je suis révolté contre ça, Théo. Encore une fois, j'ai eu, entre guillemets, la chance de le subir beaucoup plus tard. Et le porno m'a détruit, mais il ne m'a pas autant détruit qu'il nous détruit des jeunes aujourd'hui. Donc, on est en train de sacrifier une génération au nom de la liberté d'expression. Je trouve ça complètement ahurissant. Qu'est-ce que tu penses que ça peut avoir comme conséquence sur les jeunes aujourd'hui? Est-ce que toi, par rapport à tes enfants, tu as pris des mesures? Est-ce qu'il y a des choses qui te... Comment tu vois ça? Alors, moi, mes enfants, autant te dire que je surveille tout ça comme du lait sur le feu. Alors, j'ai une majorité de filles. Donc, alors, même si je sais qu'il y a des filles qui consultent du porno, je pense malgré tout qu'elles sont moins attirées, statistiquement en tout cas, même si ça demande à être démontré. Et je crois que malheureusement, même certaines filles commencent à devenir addictes. Mais je surveille tout ça comme du lait sur le feu. Nous, on leur a autorisé, enfin, on leur a remis un smartphone entre leurs mains à partir de l'âge de 18 ans. Avant, elles avaient des téléphones 9 touches. Donc, on aura mis ces appareils entre leurs mains qu'à un âge où elles avaient du discernement et qu'elles étaient déjà capables de comprendre certaines choses. Donc, il me semble que, heureusement, jusqu'à présent, aucun de mes enfants n'a été touché par ce fléau. Maintenant, j'en ai certains qui sont encore petits. Donc, il va falloir que je redouble encore plus de vigilance. Mais les témoignages, Théo, que j'entends dans les écoles, que j'entends avec mon épouse, sont juste terrifiants. Terrifiants, parce qu'effectivement, même dans des écoles, entre guillemets, protégées, je te parle même d'écoles privées, parfois des écoles catholiques, voilà, ça circule dans tous les sens, les vidéos porno, et des choses vraiment terrifiantes. Et je pense que les conséquences sur cette génération sont terribles. Terribles parce que je pense que ça va bousiller leur sexualité. On va en faire des gens impuissants, incapables de s'engager dans le mariage ou dans une vie commune, incapables de faire des enfants. Enfin, je pense que c'est vraiment dramatique. Donc, j'espère que je vois les choses hors noir et que ce sera moins terrible que je l'imagine. Mais je pense que les conséquences, on va les payer dans 10 ou 20 ans, parce que c'est vraiment toute une génération qui va être sacrifiée. Alors, heureusement, 100% des jeunes ne tombent pas dans le piège. Je pense qu'il y en a certains qui s'en sortent, mais c'est quand même de mon point de vue, c'est un espèce d'énorme rouleau compresseur qui avance à la vitesse grand V et qu'on n'arrive pas à arrêter. Je souhaite vraiment de tout cœur que notamment des gens comme toi, par leur action, puissent faire prendre conscience au pouvoir public qu'il faut agir vite. Ouais, je te comprends totalement et je suis du même avec toi. Clairement sur ça, j'en ai déjà fait une vidéo en plus, donc on se comprend. Pour terminer cet épisode, Guillaume,
Si tu avais un message à partager à tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, c'est dur à dire. Je T'as dirais, déjà tout bah dit. voilà, je me suis déjà un petit peu, j'ai déjà un petit peu exprimé ça hein, au long de cette interview. Voilà, c'est un, ne sous-estimez pas le côté négatif de la pornographie. C'est pas un joujou, c'est pas un passe-temps pour adultes consentants. C'est vraiment une saloperie, c'est une drogue. Il faut dire les choses. Deux, il est vraiment possible de toujours s'en sortir, même quand on est plus âgé, même pour des gens comme moi. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on prend les dispositions jeunes et plus on s'en sort. Et trois, je pense aussi, ne soyez pas seul dans ce combat. Moi, ce qui fait, je pense que j'ai pas forcément pris le problème par le bon bout, et c'est parce que j'avais personne pour m'aider, personne pour en parler. Donc aujourd'hui, voilà, il y a une offre qui existe sur Internet. Il y a Théo, il y en a peut-être aussi d'autres, mais voilà, profitez. C'est quand même le côté positif de notre époque, c'est que il y a des solutions pour s'en sortir. Le problème a été pris heureusement par des gens intelligents qui se sont formés et qui sont capables aujourd'hui de vous aider. Donc vraiment, ne soyez pas seul, faites-vous aider, même si c'est un investissement financier, un investissement de temps, même si c'est remettre en cause des choses dans votre vie, il faut le faire et il faut le faire dès que possible parce que sinon, plus vous allez attendre et moins vous allez pouvoir vous en sortir. Super Guillaume, merci pour le compliment. Et merci en tout cas pour ta sincérité, pour ton honnêteté et le courage dont tu as fait preuve en participant à cet épisode. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié notre échange. Ça change en tout cas de ce que j'ai pu voir de d'habitude. Donc, je te remercie puis je te dis à la prochaine. Merci Théo, à très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à me donner votre avis en commentaire, à liker et à partager si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes. Si vous luttez contre votre addiction au porno depuis des années et que vous souhaitez vous en libérer, je vous invite notamment à rejoindre ma formation gratuite dans laquelle je vous donne des tas de conseils et des astuces inédites. Ou bien, si votre problème est urgent, vous pouvez choisir de réserver rapidement un appel avec moi pour que je fasse le point avec vous sur votre situation et que je vous propose des stratégies et solutions pour mettre un terme à votre addiction au porno. Les liens pour tout cela sont en description. Je vous dis gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans un prochain podcast. Salut!